Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, de la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant, non? Des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast. Aujourd'hui, en ce mois d'octobre rose, on va parler d'un sujet qui concerne de très nombreuses patientes et qui touche directement notre pratique de kiné, la cancérologie du sein et le lymphœdème. Mon invité est une référence incontournable dans ce domaine, Jean-Claude Ferrandez, kinésithérapeute, coordinateur de la consultation de lymphologie et de kinésithérapie scénologique à l'Institut du cancer Avignon-Provence. Il a été longtemps président de l'AKTL, l'Association française des masseurs kinésithérapeutes pour la recherche et le traitement des atteintes lymphoveineuses. Auteur de plusieurs ouvrages de référence et formateur reconnu. Avec lui, on va retracer son parcours, comprendre la place du kinésithérapeute dans le parcours de soins des patientes et explorer comment nous pouvons, nous kinés, améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer du sein. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Je te remercie tout d'abord d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors Jean-Claude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te proposer tout simplement de te présenter. Alors, je suis kinésithérapeute diplômé d'État, comme beaucoup de confrères et consoeurs. J'ai été diplômé en 1980, à partir de l'école de Montpellier. Et à partir de cette date, j'ai eu une activité libérale immédiate, tout de suite. Et je me suis intéressé, comme tous les kinés libéraux, aux techniques qui sont basées sur l'approche clinique et qui ont des références sur la preuve de leur efficacité. Voilà, ça c'était début des années 80. Le hasard des choses a fait que j'ai commencé par travailler dans une clinique de chirurgie vasculaire où mon intérêt pour la tuyauterie artérielle et veineuse s'est développé ensuite sur le lymphatique. J'ai eu une autre période de ma vie où j'étais en double à la fois avec cette passion sur le vasculaire et ce qui en est arrivé après, c'est-à-dire la scénologie, avec la rééducation de la main, puisque j'ai travaillé aussi pendant une 30aine d'années dans un service de rééducation, SOS Main à Avignon. Voilà pour ça. Alors Jean-Claude, on parle souvent du rôle de l'oncologue, du chirurgien dans le parcours de soins des patientes atteintes de cancer, mais les kinésithérapeutes sont aussi en première ligne, notamment après une chirurgie. Alors pour bien comprendre cette place, est-ce que tu peux nous expliquer, toi kiné, ce qui t'a amené à t'orienter vers la cancérologie du sein ? Une affaire tout à fait anecdotique et surprenante. Dans la clinique de chirurgie vasculaire, il y a un chirurgien un jour qui me dit « Monsieur Ferrandez, on fait rentrer demain un lymphœdème, il faudra que vous en occupiez. » Alors je le regarde un peu candide et je dis « Monsieur, je ne connais pas le mot lymphœdème. » Il me dit « Ça n'a pas d'importance, vous irez passer chez monsieur un tel qui était l'ancien kiné et il vous donnera la valise et il y a le matériel pour. » Au début, j'ai cru que c'était une farce qu'on fait aux gens qui débutent dans la maison. Et en fait, le soir même, je récupérais une petite valisette dans laquelle il y avait un tuyau en caoutchouc, style tuyau de gaz, et une photocopie d'un vieil article du journal de maladies vasculaires qui était signé par un docteur qui s'appelait Van der Molen et qui décrivait un tuyautage pour traiter le lymphœdème, c'est-à-dire une technique d'essorage extrêmement drastique sur ça, que j'ai mis en application dans les jours qui ont suivi sur une première patiente dont je me souviens encore du prénom, Maroussia, une Russe. Et ce traitement est extrêmement dur puisqu'il faut comprimer le membre de l'extrémité distale en remontant, donc il y a une expulsion des liquides. Et là rentre dans la chambre un médecin, un angiologue qui me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et je dis « Moi, je fais Van der Molen, ce qu'on m'a demandé. » Il me dit « Vous n'y pensez plus, c'est terminé. Il faut vous occuper de vous former au drainage lymphatique manuel. » Donc j'ai commencé par ça, le drainage lymphatique manuel avec Albert Leduc au début des années 80. Puis j'ai vu que ça manquait un peu de poids, même si l'orateur était puissant et convaincant. Il manquait des choses, donc j'ai commencé à faire un peu le tour de France et d'Europe pour voir ce qui se faisait par ailleurs. Et c'est là que j'ai appris et que j'ai vu que les gens qui pratiquaient ne pratiquaient pas ce qui était écrit dans les livres. Ça m'a beaucoup intéressé. Donc on a travaillé là-dessus, sur ce sujet-là, les lymphœdèmes, essentiellement les lymphœdèmes du membre supérieur, avec l'Institut du cancer à Avignon,
qui n'avaient pas de réponse à ce tableau clinique. Et quand je m'étais présenté, ils m'ont dit « Mais si vous avez une réponse, ça va nous intéresser ». Et j'ai été littéralement recouvert par une sous-lamine de lymphodème comme on n'en voit plus maintenant. Et à partir de là, on a fait évoluer les techniques sur le traitement des lymphodèmes, on pourra peut-être l'évoquer. Et puis ça m'intéressait pour aller plus avant dans la vie des patientes qu'on voyait et s'occuper de la rééducation post-opératoire et après, au-delà, des préparations aussi à la reconstruction. Alors, quand on prend justement en charge une patiente atteinte d'un cancer du sein, quels sont aujourd'hui les grands objectifs de la kinésithérapie ? Les objectifs dépendent essentiellement de la période où on la voit, cette patiente. Donc, quand on la voit en post-opératoire, donc dans la dizaine de jours qui suivent l'intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit, l'obsession, c'est l'amplitude de l'épaule. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, même si certains se sont gossés de notre obsession de l'amplitude de l'épaule. Quand on travaille dans un milieu de cancérologie, on sait que ce qui est important, c'est que les patientes puissent être irradiées correctement, c'est-à-dire qu'elles puissent s'installer confortablement sur la table de radiothérapie. Et quand l'amplitude de l'épaule n'est pas récupérée du fait de la chirurgie axillaire ou par kinésiophobie, on ne peut pas les irradier et c'est source de grandes douleurs, très souvent, de prémédication et parfois d'interruption ou d'impossibilité de démarrer ces séquences radiothérapiques, nécessitant une reprise de la rééducation et parfois, à nouveau pour les physiciens qui appliquent une dosimétrie particulière, un nouveau calcul de dose sur les patientes qui ne peuvent pas prendre la bonne position. Donc la chose la plus importante en post-op, c'est ça, c'est de savoir dans les jours qui vont suivre, à des délais différents selon la séquence, mais qu'elles vont avoir droit à une radiothérapie. Il faut que ce soit le plus confortable possible. Voilà, ça c'est pour la manière dont on prend ces femmes quand on les a en post-opératoire immédiat. Voilà. C'est un peu différent, bien sûr, si on les voit par après, avec une reconstruction qui est prévue et qui nécessite parfois, mais pas tout le temps, une préparation pour le chirurgien plasticien. Alors, quelle technique utilises-tu pour, par exemple, récupérer justement ces amplitudes articulaires ? Alors, les amplitudes articulaires, on dit articulaires, mais c'est plutôt le complexe de l'épaule. On est essentiellement limité par des pathologies très particulières qui sont secondaires à la chirurgie du creux axillaire, que ce soit un curage axillaire ou un ganglion sentinelle. C'est une réaction des vaisseaux lymphatiques du membre supérieur qui se vidanger dans les nœuds lymphatiques, comme on dit maintenant, les ganglions, comme on le disait auparavant, et qui n'ont plus de chemin. Et ces tuyaux, ces petits tuyaux vont se sténoser, se thromboser, et s'enflammer et enraidir l'amplitude de l'épaule, parce que comme ils sont enflammés et hyper tendus par la pression qui règne à l'intérieur, comme dans une paraphlébite, c'est-à-dire une phlébite des veines superficielles au membre inférieur, c'est extrêmement douloureux. Donc on est limité par ça. On a des techniques posturales, de mise en tension, douces, sur lesquelles on applique des manœuvres de drainage avec la pulpe des doigts. Ce sont des techniques qui ont été validées et qui font la preuve d'efficacité dans des séries sérieuses au niveau européen. Voilà. Alors, si on compare justement tes débuts dans ce domaine, qu'est-ce qui a changé de façon la plus importante ? Alors, la chose la plus importante, c'est sans doute le fait que la chirurgie de ce creux axillaire qui pose le problème de la rééducation de l'amplitude de l'épaule. Ce n'est pas le fait d'enlever la tumeur ou d'enlever le sein qui pose problème sur l'amplitude de l'épaule, c'est cette chirurgie du creux axillaire. Elle s'est complètement... elle a eu des escalades énormes, puisque auparavant, il fallait enlever une douzaine de ganglions, de nœuds lymphatiques au minimum, si ce n'est une vingtaine parfois. Maintenant, avec une technique qui s'appelle le ganglion sentinelle, qui concerne l'immense majorité des patientes, 80-90% pratiquement, on en enlève beaucoup moins, 1, 2 ou 3 au maximum. Et le nombre de séquelles en relation avec ces thromboses, ces brides, comme certains les appellent, ou des cordons, sont en moins grand nombre et limitent beaucoup moins l'amplitude de l'épaule. Donc on a des patientes qui arrivent beaucoup plus souples qu'elles ne l'étaient auparavant. Alors, je le disais en introduction, mais tu es formateur et je sais que tu insistes beaucoup sur le fait que le kiné doit connaître le parcours thérapeutique de sa patiente, qu'elle fasse chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. En quoi ça change justement notre pratique, le contenu de nos séances ? Je ne sais pas si ça change le contenu des séances, mais c'est la manière avec laquelle on est avec les patientes, parce que effectivement, ces soins en scénologie, en thérapie scénologique, c'est quelque chose de très
intime, si j'ose le mot. C'est dans une cabine, un box qui est fermé à clé. Mais si on ferme à clé, il faut expliquer pourquoi. Et qui se font sur des corps qui sont assez mutilés, avec souvent une zone qui a beaucoup souffert dans l'histoire de la patiente ou le symbole qu'elle a préalablement de son sein. Et ça va nécessiter d'avoir une relation de confiance. Et pour cela, il faut que la patiente raconte son histoire. Voilà. Et quand elle raconte son histoire, qu'on est en quelque sorte, avec un mot un peu méridional, on devient membre de sa famille, les choses s'apaisent. Il y a beaucoup moins d'inquiétude et la relation est beaucoup plus fluide. Alors, tu nous parlais de complications majeures telles que l'amplitude au niveau du complexe de l'épaule, mais il y a aussi l'œdème. Alors, à quelle période justement faut-il être vigilant dès le début de la rééducation Dis-nous. Oui, alors là, l'œdème, ça fait partie des suites opératoires banales. Et comme on a dans toute intervention chirurgicale, une réaction inflammatoire, ce n'est pas pour autant un lymphœdème, c'est quelque chose de passager. En revanche, il faut faire attention à peut-être l'apparition d'un lymphœdème qui est beaucoup moins fréquent que par le passé et qui se traduit au début par une simple lourdeur du bras et qui peut prendre plus d'amplitude par la suite. Donc c'est ça la chose à laquelle il faut qu'on soit, nous, attentifs, mais pas forcément qu'on en parle à la patiente pour l'inquiéter, parce que c'est générateur de stress, souvent pour rien du tout, puisque l'immense majorité des patientes n'auront pas de vrai lymphœdème. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une grosse part d'éducation thérapeutique justement auprès de la patiente. Donc il y a des choses que tu évites de parler tout au moins au début. Peut-être que naturellement, je pense, comme une lourdeur du membre supérieur, elle va peut-être justement en parler plus spontanément. Alors oui, s'ils veulent, pour qu'elles entendent bien une leçon d'éducation santé, il faut qu'elles posent la question. Si on donne des réponses à des questions qui ne sont pas posées, on n'est pas écouté. Donc si elles abordent le problème de ce risque du gros bras, on en parlera. Mais si elles n'en parlent pas, on ne dit rien. Et ce qu'on sait qui va protéger de l'apparition de ce lymphœdème, à l'inverse de tout ce qui a été dit pendant des décennies par tout le monde, y compris par moi, c'est de ne surtout pas modérer l'utilisation du membre supérieur. Voilà, ce qui finalement prévient le lymphœdème, c'est utiliser le membre supérieur. Ça ne provoque pas le lymphœdème et ça le prévient. Donc ça fait partie de résultats obtenus par de très belles études internationales qui font que cette économie du membre supérieur qui rendait la patiente en quelque sorte infirme, sans parler d'émi-négligence, ce qui serait vraiment outrancier comme un vocabulaire, et puis on se rend compte que plus elles en servent et mieux c'est. En revanche, et ça on a un rôle à jouer là-dessus, c'est qu'il y a des facteurs de risque, pas l'assurance qu'il y a un lymphœdème, et qui sont liés au surpoids et au risque infectieux de ce côté-là, qui peut être le départ d'un lymphœdème, étant entendu que l'insuffisance lymphatique, c'est un problème circulatoire quand on regarde d'une certaine manière, mais c'est aussi un défaut de réponse immunitaire à l'infection. Et l'infection, quand elle se développe dans les vaisseaux lymphatiques, elle les obstrue, et les vaisseaux lymphatiques sont moins nombreux, moins vaillants pour travailler, et le lymphœdème peut apparaître. Alors, au-delà du bras lourd, est-ce qu'il y a d'autres signes qui doivent nous alerter ? Alors après, il y a les signes objectifs qui servent de diagnostic pour le lymphœdème. Le diagnostic le plus simple que tous les kinésithérapeutes peuvent pratiquer, c'est la mesure des circonférences du bras. Alors on dit classiquement que le lymphœdème apparaît quand il y a 2 cm d'écart entre les deux côtés, à un niveau identique bien entendu, mais ces 2 cm peuvent être biaisés par le côté dominant de la patiente ou par une moindre utilisation du membre supérieur pour toute autre raison. Mais on dit que 2 cm, c'est le moment où il y a un lymphœdème, mais à 1,5 cm, il y est déjà. Voilà, donc c'est difficile. Ça, c'est la technique qui est reconnue quand les mesures sont plus importantes, 3-4 cm, c'est tout à fait valable, c'est validé en termes de reproductibilité. Ça, c'est la manière plutôt française qui est pratique, ça ne coûte pas cher. Aux États-Unis, ils font les mesures de volume. Et pour cela, ils immergent le membre sain et ensuite le membre du côté opéré dans un cylindre et ils mesurent la différence de volume qui va être déplacé. Voilà. Et ils attestent que le lymphœdème est présent quand il y a 200 ml d'écart. C'est une manière de faire.
Mais quand on va un peu plus loin là-dessus, ce 200 millilitres, il a une valeur pour une personne qui ferait 1m50 et qui pèserait 50 kilos. Mais pour une Américaine qui serait obèse et qui en ferait 120, ces 200 millilitres n'ont pas la même signification proportionnelle. Alors, donc il y a une autre manière encore d'attester ce diagnostic de lymphœdème, c'est de dire quand il y a 10% d'écart entre les deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est une manière de faire. C'est bien. 200 millilitres, c'est une chose. 10%, c'est plus personnalisé, ça me plaît plus. Mais ce qui me plaît sans doute le plus, mais ça, c'est lié à l'âge, c'est le regard qu'on a avec le temps, c'est de demander à la patiente si elle se plaint de quelque chose. Ça, c'est de par ton expérience. Oui, ah ouais. Oui, parce qu'on a des patientes qui ont des lymphœdèmes gigantesques que ça ne les préoccupe pas, parce qu'elles savent faire avec, et puis d'autres qui ont des lymphœdèmes, je dirais, homéopathiques, sans que ce soit une injure pour les spécialistes de cette discipline, mais qui nous embêtent, qui nous demandent beaucoup de choses. On aurait envie de leur dire, mais attendez, vous n'avez rien à côté des autres patientes que vous voyez. Et en fait, elles sont aussi malheureuses, donc il faut les prendre en charge de la même manière. Alors, quelles techniques justement rééducatives au niveau du lymphœdème sont pratiquées actuellement ? Alors là, c'est quelque chose qui a beaucoup changé en 40 ans. Beaucoup changé en 40 ans parce que, sans parler des techniques qui portent un nom d'auteur, un nom de famille, les techniques éponymes qui sont, à mon avis, pas une bonne chose puisqu'elles sont décrites par un auteur, il l'écrit. Et dès qu'elle est écrite, elle ne peut plus changer, elle ne peut plus évoluer et pas intégrer les nouveautés, les démonstrations. Donc, nous, on est pour les techniques qui ont fait la preuve de leur efficacité sur la base d'expérimentations qui ont été réalisées. Pour le drainage manuel, qui est la première technique à utiliser sans doute, les choses sont extrêmement simplifiées avec pas mal de travaux qu'on a pu nous-mêmes réaliser avec des lymphoscintigraphies ou avec des équipes belges avec de la plétismographie. Les techniques de drainage se pratiquent avec des massages sur l'œdème, point final. Les techniques d'appel qui étaient un vœu pieux n'ont aucun intérêt. Il ne faut pas avoir non plus peur d'appuyer dessus avec une certaine pression pour avoir un résultat clinique. C'est la seule chose qui nous intéresse, résultat clinique. Voilà. Ce n'est pas l'application d'un protocole très révérencieux par rapport à la personne qui l'a décrit. Non, ça c'est pour les drainages. Il y a les bandages, bien sûr. Les bandages ont énormément évolué par rapport à ce qui se faisait il y a 40 ans, avec des bandages qu'on appelait multicouches. Multicouches, c'est un pléonasme. Tous les bandages sont multicouches. Il y a une seule chose qui serait monocoche, ce serait le bas ou le manchon. Dès lors qu'on utilise une bande, il va y avoir des spires qui se recouvrent, donc ils sont tous multicouches. Mais je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une sorte de pédagogie de bandages qui ont été importés d'Allemagne, à partir d'une clinique extrêmement importante, qui est un point de référence international en Allemagne, c'est la clinique de Fulda, et où les gens qui sont recrutés ont de très gros lymphœdèmes. Et donc, ils ont besoin de bandages très spécifiques, avec beaucoup de bandes, avec beaucoup de matelassage, etc. C'est assez complexe. Ce qu'on voit en ville aujourd'hui, c'est-à-dire l'immense majorité des patientes, ce sont des lymphœdèmes qui ont besoin d'un bandage très simple. Et avec l'AKTL que vous avez évoqué tout à l'heure, on a fait beaucoup d'études sur les pressions qui règnent sous ces bandages. Et on se rend compte qu'avec 2 bandes, tout simplement, on habille, on décongestionne tous les lymphodèmes. 2 bandes seulement, avec un bandage qui se fait en 3 minutes. D'ailleurs, il y a des recommandations HS sur le sujet. Oui, la HS a fait des recommandations, et j'avais fait partie du groupe de travail à l'époque à la HS. C'était pour obtenir une cotation particulière, pour avoir le droit dans la même séance de traiter à la fois un lymphœdème et une limitation d'amplitude de l'épaule, ce qui était interdit d'avoir 2 actes le même jour. Ça avait fait l'objet de gros problèmes au niveau administratif. Une patiente pouvant faire le traitement d'un lymphœdème chez un confrère et puis une rééducation périnale chez une autre consoeur. Et donc il fallait que l'un des 2 rembourse des indus. Indus de quoi? Je ne sais pas. Donc il y avait eu une saisine qui avait été portée à la HS, et on avait démontré qu'il était tout à fait légitime de traiter le lymphœdème avec du drainage et des bandages dans une séance, et dans la même séance, faire le traitement de l'épaule, étant entendu que la séance était évidemment plus longue. Et on recommandait une séance de l'ordre d'une 60aine de minutes. Mais sous condition qu'il s'agisse d'un vrai lymphœdème, pas d'un œdème post-opératoire, d'un lymphœdème qui aurait au moins 2 cm d'écart et qui soit traité par drainage et bandage. Voilà.
et d'autre part que l'épaule ait vraiment montré qu'il y ait des déficits mis en évidence par un bilan. Voilà. Et donc la HAS a autorisé cette prise en charge et la NGAP était montée à une cotation 15,5 depuis l'époque. Alors toi, en consultation, quelles sont les complications les plus fréquentes que tu rencontres parmi les amplitudes restreintes, les lymphœdèmes? Alors actuellement, en tant que gentil retraité d'activité libérale, je n'ai plus que, façon de parler, qu'une consultation dans un institut du cancer où je vois des patientes, parfois des patients, qui ont des difficultés. Et là, moi, je vois tout. Comme une consultation normale, je peux avoir des problèmes d'épaule, des problèmes de cicatrices, de douleurs, de lymphœdème. Je dirais que peut-être par ce que les gens savent que je sais faire et où je peux exprimer des recommandations pour les confrères et consoeurs, je vois pas mal de lymphœdèmes encore et qui sont traités de façon à la mode de chez eux. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de se former. Oui. On en reviendra. Alors, on l'a parlé rapidement tout à l'heure, mais voilà, tu as été président de l'AKTL. Qu'est-ce que cette association, justement, a apporté aux kinésithérapeutes ? Alors, elle a apporté d'abord pour les gens qui étaient là, initialement, des informations qu'ils reçoivent toujours, puisque les membres de l'association, les adhérents, reçoivent 4 fois par an un petit bulletin qui n'est pas une revue scientifique, mais qui a vraiment l'immense avantage de rapporter des traductions, des résumés des articles qui sortent à l'international dans des revues auxquelles on n'est forcément pas abonné quand on est kinésithérapeute, de chirurgie, de cancérologie, de dermatologie, et qui sont en français, en anglais, en japonais, etc. Donc on a des veilles bibliographiques, et quand il y a des articles qui sont intéressants, les gens qui sont adhérents reçoivent cette information, donc ils sont up-to-date, c'est comme ça qu'on dit, voilà, avec l'accent du Sud, je ne sais pas comment ça va sortir, ça. Mais voilà, donc ça permet d'avoir une information au quotidien. Et puis on organise depuis très longtemps beaucoup de réunions, on fait des réunions pour les membres, et puis on a réalisé, je crois qu'on est cette année, c'est le 16e congrès qui aura lieu demain d'ailleurs, oui. Demain à Paris, Alors, sur le cancer du sein. Une petite parenthèse, mais voilà, quand on diffusera l'épisode, voilà, le congrès aura lieu. Donc rendez-vous en 2026. Voilà, tout à fait pour le prochain. La date n'est pas fixée encore. Voilà, donc cette AKTL, donc, qui avait été créée en 1983 par les premiers enseignants sur le traitement des lymphœdèmes ici, à l'INK, s'est occupée d'abord des lymphœdèmes, puis des suites de cancer du sein, et d'autres cancers d'ailleurs, hein, bien sûr. Et puis, elle a publié pas mal de travaux. Hein. On a d'ailleurs été à l'origine de la première étude multicentrique, multipraticien plus précisément, du traitement ambulatoire des lymphœdèmes. Et notre premier travail, qui a été, je crois, publié dans les années 2000, était la première étude qui démontrait que la kinésithérapie libérale avait porté ses fruits. Hein, voilà. Ça avait été notre premier travail. On a fait d'autres études sur les lymphœdèmes aussi, beaucoup, sur les variations de pression sous bandage, pour montrer qu'il fallait absolument les simplifier, parce que c'était beaucoup moins compliqué quand c'était simplifié. Hein. L'expression est simple, mais elle est claire. Donc on a fait des travaux là-dessus, on a fait des réunions, et puis on essaie de diffuser ces techniques qui sont très différentes de ce que les étudiants apprennent. C'est d'ailleurs étonnant que les enseignants des IFMK ou d'autres écoles n'aient pas actualisé leur pratique. Vraiment, c'est vraiment dommage parce que c'est du temps perdu pour les étudiants et c'est du temps perdu pour les patientes. Hein. C'est une perte de chance pour elles. Ouais. J'espère qu'ils nous écoutent. J'espère. Alors justement, voilà, tu disais à l'instant que tu as publié de nombreux articles. Si tu avais 2-3 messages principaux de par les dernières justement recherches qui ont été effectuées. Simplifier le traitement, ce que je dirais. Ne cherchez pas à appliquer des recettes et regardez avec vos yeux et palpez avec vos mains. Et pour le lymphœdème, c'est très clair, c'est ou il sera molli et il dégonfle, ou alors il reste dur et vous n'avez rien fait. Donc je dirais la première chose, c'est ça, regarder et palper et ne pas avoir peur d'appuyer sur des lymphœdèmes. De la même manière qu'on appuie plus fort sur certains types d'œdèmes avec des compressions, ne serait-ce qu'au membre inférieur, avec des bas de classe différentes, dont la distinction est liée à la pression qu'ils exercent. Je dirais ça. Et puis je dirais effectivement surtout d'avoir des bandages qui sont toujours personnalisés pour les patientes. Hein, parce qu'il n'y a pas de lymphœdème que l'on emmaillote de la même manière
parce que c'est chaque fois une maladie différente. Donc, on a parlé de ton côté clinique, mais tu transmets aussi énormément. Alors, on va parler maintenant de cette dimension justement pédagogique. Tu es donc formateur à l'INK. Quelle formation justement proposes-tu ? Alors, je propose des formations qui rentrent dans ce qu'on appelle la spécificité en cancérologie scénologique. C'est quelque chose qui est reconnu par le Conseil national de l'ordre, pour avoir le droit d'apposer sur sa plaque ou sur son papier à lettres cette notion de spécificité en cancérologie scénologique. Plus particulièrement, il faut avoir fait dans les 4 années qui ont suivi ou qui ont précédé, 6 stages au moins, c'est-à-dire avoir un volume de formation de 80 heures. Le e-learning ne comptant pas évidemment là-dedans, puisqu'on a un métier manuel. Donc, parmi tout ce qui se fait, j'interviens pour faire une formation de 2 jours sur les rééducations post-opératoires, de 2 jours sur le traitement des lymphodèmes, d'une journée sur le traitement des bandages du membre supérieur et d'un stage de 2 jours sur le traitement des complications vasculaires des membres inférieurs, c'est-à-dire les thromboses que ces patientes opérées du sein ont, comme toutes les patientes et tous les patients traités pour un cancer, plus de risque d'avoir une thrombose veineuse. Donc il y a des traitements particuliers à faire, et également les lymphœdèmes des membres inférieurs, quand malheureusement la maladie va s'étendre et sera l'objet de compression des voies lymphatiques au niveau du pelvis ou au niveau abdominal. Voilà. Alors je présume que ça concerne aussi bien les kinés libéraux que salariés. Ah oui, c'est des prises en charge qui sont ouvertes à tout le monde. Voilà. Ouais. Il y a d'autres sujets que ceux dont je viens de parler pour les stages que j'anime, puisqu'il y en a d'autres sur les cicatrices, qui sont organisés par Nadine Varro, sur l'activité physique adaptée, sur la rééducation de l'épaule, etc. Mais tout ça dans un contexte de scénologie. Voilà. Est-ce que tu formes alors exclusivement sur Paris, ou est-ce que ta formation est délocalisée aussi un peu en province ? Ah ben j'espère bien, venant de province et même de Provence, il faut que ça aille partout. Donc je me déplace avec beaucoup de bonheur, et je suis toujours très, très heureux de rencontrer des professionnels qui cherchent à aller plus loin. Donc je fais tous les endroits de France où on me demande. L'étranger aussi, Suisse, Espagne, mais ça c'est autre chose encore. Voilà. Donc j'invite d'aller à tous les kinés, d'aller sur le site de l'INK. Vous allez retrouver justement les différentes formations et le lieu où elles se déroulent. Alors d'ailleurs, tu parlais de spécificité. Justement, je pense que l'INK l'année prochaine est en train de réaliser justement un projet à ce sujet en 2026. Oui, le projet, c'est d'offrir une dizaine de stages qui sont dans ce contexte de la scénologie et qui permettent d'acquérir ces 80 heures de formation en choisissant des sujets. Alors, il y en a qui sont qu'on est obligé de faire, bien sûr, mais après, il y a un certain nombre de formations sur des pathologies ou des aspects cliniques un peu à la limite de notre activité, mais qui nous intéressent quand même, comme la nutrition, la sexologie, la psychologie, etc. Parce qu'il faut qu'on sache tout ce qu'on peut proposer à ces patientes, en fait. Voilà. Donc là, il va y avoir, c'est en train de sortir un programme particulier avec une dizaine de formations pour aller chercher ces compétences. Voilà. Alors, tu vas prêcher pour ta paroisse, mais voilà pourquoi il est important qu'un kiné développe une expertise en scénologie. Je crois que l'expertise, il faut l'avoir sitôt qu'on prend en charge une partie des patients qui nous sont confiés, et surtout quand c'est des soins qu'on doit apporter qui ont vraiment quelque chose de très particulier. Alors je sais bien que dans les IFMK, ça commence à être enseigné, cette rééducation scénologique, mais pas autant que quand on est déjà kinésithérapeute, qu'on a une formation clinique, qu'on a une main qui est intelligente, qui voit, qui perçoit, et qu'il y a d'autres choses à découvrir. Et on ne peut les découvrir que si on tient la main aux confrères au cancer pour les mettre sur la bonne voie. Donc c'est important, parce que de la qualité du soin dépend le résultat, c'est évident. Alors quelles sont, selon toi, les compétences essentielles pour un kiné qui veut justement s'engager en scénologie ? Alors beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ensuite, il faut avoir beaucoup d'écoute. Les femmes parlent, toutes les femmes parlent, bien sûr, mais plus particulièrement ces femmes opérées qui sont en souffrance. Il ne nous appartient pas de leur répondre.
On n'est pas compétent pour répondre, on n'est pas psychologue, on n'est pas là-dedans. Mais d'entendre leurs questions et peut-être les orienter pour aller voir des gens qui pourront répondre à leurs problèmes, que ce soit de la nutrition, de l'esthétique, des problèmes psychologiques ou autres, ça c'est important. Voilà. Vraiment un parcours global. Un parcours global. Voilà, je crois que la première chose, c'est ça. Et surtout, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de travailler avec ses mains, parce que là, rien ne se fait avec des machines. L'essentiel du travail, c'est les mains. Bien sûr, on a des appareils qui nous aident, mais l'essentiel, c'est le travail manuel. Et d'après toi, quels sont les défis prochains, justement, de ce domaine ? J'en vois deux. D'un côté, je vois un ciel un peu assombri qui est lié au fait que les honoraires ne sont pas à leur juste valeur par rapport à la qualité du travail qui est fait, autant que cela demande. Il y a ça. Il y a peut-être l'évolution de la kinésithérapie où on a l'impression que les jeunes kinés ne mettent plus les mains dans le cambouis, ce qui est désespérant. Bientôt, c'est les chirurgiens qui ne nous paieront plus. Il n'y aura plus que des robots, ce qui est dommage. Ce qui peut être très bien, bien sûr, mais là, ce n'est pas possible pour cette kinésithérapie technologique. Il y a ça. Mais à côté de cela, je vois quelque chose d'assez lumineux, c'est que je vois l'intérêt, l'engouement de ces jeunes kinés, jeunes kinettes, parce qu'essentiellement, ce sont des kinettes. On a fait une étude là-dessus qu'on a publiée là-dessus. Quelqu'un de l'équipe d'Alcatel a fait ça, c'est Eve Vernet. Et effectivement, essentiellement, ce sont des femmes. Et elles sont intéressées pour s'occuper de ces femmes. Pour quelles raisons ? Ce serait un autre travail à faire, une belle étude à faire. Hein. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Jean-Claude. Merci pour cet échange. Alors, on va retenir de cet épisode à quel point la kinésithérapie a trouvé toute sa place dans la cancérologie du sein et combien elle peut transformer le parcours de soins des patients, notamment dans la prévention et la prise en charge du lymphœdème. J'espère que cet épisode donnera envie à beaucoup de kinés de se former, de s'impliquer et de rejoindre ce champ passionnant de notre profession. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci beaucoup à toi, surtout. Et puis, bon congrès pour demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant, non ? Des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés.